Donc merci à tous d'être là. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Damien Voiry, qui est chercheur à l'Institut européen des membranes à Montpellier. Et justement dans cette idée d'avoir des profils assez différents autour de cette nanofluidique et puis des applications, je trouvais ça extrêmement intéressant de mettre en avant le travail de Damien qui travaille beaucoup sur les systèmes bidimensionnels, il est plutôt chimiste de formation et donc développer ces systèmes, les fabriquer et aussi voir les implications pour la filtration, la purification de l'eau. Et il travaille à la fois sur des aspects de dessalement à base de différents matériaux, donc ça fait écho directement à ce que j'ai présenté, et aussi des aspects catalyse et notamment transformation du CO2, et je ne sais pas si tu veux en parler aujourd'hui, mais non, c'est pas vrai, mais ouais, des activités particulièrement intéressantes de transformation du CO2 à partir de catalyse un peu particulière que je trouve vraiment remarquable. Donc voilà. Merci Lidéric. C'est un grand plaisir d'être là et de présenter un peu nos travaux et d'interagir avec toi pour mieux comprendre nos systèmes, puisqu'on a quand même une approche de chimiste des matériaux, donc on va assez vite caler vers la compréhension de ces systèmes d'un point de vue plus fondamental. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une vision très subjective peut-être de l'état de l'art sur ces membranes à partir de matériaux bidimensionnels. Je m'excuse déjà parce que ça va un peu reprendre quelques figures que vous avez vues sur la présentation de Lidéric. Mais voilà, je pense que le contexte, on le connaît, Lidéric l'a dit, en plus aujourd'hui c'est la Journée internationale de l'eau. On a une activité, une eau plutôt qui est polluée par les activités humaines, l'agriculture, l'industrie minière, l'industrie, puis l'usage quotidien qu'on a de l'eau. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 1% de l'eau qui est recyclée, qui est réutilisée. Alors que dans certains pays, par exemple Singapour, j'ai regardé ce matin, ils sont quasiment à 40%, et ils veulent aller vers les 100%, puisque ça rejoint des intérêts stratégiques et des intérêts aussi vitaux pour être indépendants vis-à-vis de leurs voisins malaisiens en particulier. Donc on voit que sous ces aspects scientifiques pour nous, il y a aussi des aspects importants, même jusqu'à des niveaux stratégiques. Alors pour recycler l'eau, il y a différentes approches que j'ai résumées ici sur cette partie droite de cette diapositive. On va donc des procédés extrêmement classiques, on va absorber des polluants, donc ça va être par exemple tous les charbons actifs qu'on va utiliser pour absorber les bactéries, les virus, quelques micropolluants, mais on va avoir déjà des problèmes d'efficacité d'absorption de ces micropolluants sur ces charbons actifs. On va avoir une approche où on va dégrader des polluants. Si j'ai le temps à la fin de cette présentation sur les matériaux 2D pour les membranes, je vous présenterai quelques exemples d'activités qu'on fait au laboratoire pour développer des catalyseurs pour la conversion, par exemple, des nitrates en ammoniac ou la conversion également des sulfures organiques. Par exemple, l'exemple que je vous montrerai, c'est oxydé, électro-oxydé du diméthylsulfide en diméthylsulfoxyde par des matériaux 2D, en particulier du sulfate de molybdène. Mais donc dans un premier temps, je vais vous présenter le domaine des matériaux bidimensionnels comme matériaux membranaires, comme blocs de construction. C'est toujours, avec les matériaux 2D, cette analogie avec les Lego. Faire des hétérostructures, ça c'est un peu nos collègues physiciens qui vont fabriquer ce type d'hétérostructure. Mais on peut de la même manière faire l'analogie avec ces matériaux 2D et la grande, je sais pas comment on dit en français, catalogue de matériaux 2D qu'on peut préparer, comment on peut les utiliser pour fabriquer des membranes avec des propriétés mécaniques, des propriétés surfaciques de chimie de surface contrôlées ou en tout cas contrôlables. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de la présentation. Donc là, on va retrouver des choses que Lidéric a déjà présentées dans le cours tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'une membrane? Donc une membrane, c'est un matériau un ensemble semi-perméable qui va pouvoir séparer des espèces chimiques. Vous voyez ici le résumé, on va dire, des différentes applications membranaires suivant la taille des objets qu'on veut séparer. Donc voilà, c'est une revue ici tirée de ce papier d'un groupe de Yale de 2016 qui résume bien les technologies. Donc on a deux approches. Donc encore une fois, Lydéric les a bien mieux résumées que moi tout à l'heure. Il y a l'approche osmose directe, forward osmosis, où là la filtration va être contrôlée par un gradient par une pression osmotique, donc par un gradient de concentration à travers cette membrane semi-perméable au milieu. Et on a le phénomène d'osmose inverse, où là on va donc appliquer une pression externe. Et en général, ce type de filtration va demander des besoins énergétiques bien supérieurs que l'osmose directe, bien sûr, mais qui est quand même des technologies qui sont qui sont certainement beaucoup plus matures d'un point de vue industriel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt l'utilisation des matériaux 2D pour faire des membranes pour la nanofiltration, l'osmose directe et inverse. Donc pour typiquement la propriété de dessalement, même si on n'est pas forcément là en termes de concentration de sel en entrée, mais on va dire pour la réjection de sel. Alors dans les membranes bidimensionnelles, il y a deux types. Il y a le type d'une membrane monocouche. Donc ça peut être vu comme ça peut être décrit comme la membrane idéale, celle qu'on voudrait mettre en jeu. Donc ça, c'était le groupe de Carnick aux États-Unis, par exemple, qui est un des leaders international. Donc ces membranes monocouches vont avoir une épaisseur atomique, puisqu'on est sur des matériaux bidimensionnels au sens strict du terme. Maintenant, le problème de ces matériaux bidimensionnels, c'est qu'en général, ils ne sont pas intrinsèquement poreux. Donc ça veut dire qu'il va falloir créer une chimie ou des approches chimiques ou des approches physiques pour venir les percer, créer des nanopores avec une taille bien contrôlée et aussi une chimie des nanopores contrôlée. Donc ça a été beaucoup étudié, en particulier d'un point de vue théorique avec différentes modélisations. Vous voyez un exemple ici, mais il y en a beaucoup dans la littérature, où on va pouvoir étudier par simulation les propriétés de la sélectivité ou les vitesses le flux d'eau à travers ces types de pores. On voit qu'en théorie ça marche bien, d'un point de vue expérimental c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là, vous voyez ici les pores qui sont créés sur un feuillet de MOS2, il me semble. Donc ça c'est observé par microscope électronique à balayage en transmission, STEM. Donc là le contraste que vous voyez ici, c'est les points blancs, c'est les atomes. Le contraste est donné par le numéro atomique des atomes. Donc là, typiquement, vous voyez en blanc le contraste qui vient du molybdène qui était utilisé. Donc c'est un feuillet de sulfure de molybdène. Là, vous voyez les atomes de molybdène et vous voyez ici les pores qui sont créés. Donc on voit ici, là, sur ces 9 pores, qui sont quand même assez différents. Et là, on est sur une taille, ici, la barre d'échelle, c'est 2 nanomètres. Donc si on veut faire du mètre carré ou du 1,5 million de mètres carrés, on voit que c'est des approches qui sont extrêmement compliquées. Il y a eu des développements récents faits par nos collègues polyméristes qui ont développé, donc là c'est un exemple, il y en a beaucoup dans la littérature maintenant, des polymères bidimensionnels qui sont intrinsèquement poreux. Donc là l'avantage de cette belle chimie, c'est qu'on va pouvoir maîtriser la taille de ces pores, maîtriser la chimie de ces pores, et donc on peut, vu que c'est des polymères 2D, revenir sur des membranes extrêmement fines. Ils ne sont pas encore à l'échelle monocouche, puisque là on va retomber sur des problèmes mécaniques, de problèmes de transfert de ces matériaux sur les supports poreux, de formation de défauts, de déchirures dans le matériau. Mais là vous voyez ici cette membrane, donc là bien sûr c'est
la représentation moléculaire de cette membrane. Mais là, ici, ça a déposé sur un wafer de silicium pour avoir un bon contraste optique. Mais là, vous voyez une membrane ici qui va faire quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur et qui a pu être testée, pas bien sûr sur des siliciums, mais sur un substrat poreux pour le dessalement. L'autre type d'approche, c'est, on l'a vu tout à l'heure avec l'IDRIX, c'est ce stacking, cet empilement de feuillets pour former ces membranes nanolaminées, donc multicouches. Encore une fois, on a vu ça tout à l'heure. Ça, c'est un des premiers exemples. Je pense que c'est, en tout cas, le papier qui a vraiment lancé le domaine en 2012 par le groupe de Geim et Nair, qui était à l'époque le postdoc encore dans le groupe, donc à Manchester. Et vous voyez ici une membrane qu'on peut manipuler. Donc, elle est mécaniquement suffisamment résistante pour être manipulable. Elle fait quelques dizaines de centimètres carrés et elle est composée d'oxyde de graphène, de feuillets qui ont été exfoliés en solution et après réempilés. Alors justement, pour préparer ces membranes, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu magique, mais ça marche même très bien. En fait, le principe consiste à utiliser donc, une solution de feuillets exfoliés, et c'est vraiment là la baguette magique en fait, pour faire ces membranes. Si on n'a pas une bonne solution, vraiment une solution, donc d'un point de vue thermodynamique, donc une bonne suspension uniforme et sans agrégat de ces feuillets, quand on va les mettre dans notre appareil de filtration, on va pouvoir avoir donc, un dépôt homogène à la surface du support poreux. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver cette structure lamellaire. Et ça, c'est vraiment la qualité de la solution qui permet de contrôler cette qualité d'empilement. Vous voyez ici donc, un exemple de membrane. Donc là, si on voit ici la section en microscopie électronique à balayage, la section avec les feuillets d'oxyde de graphène qui sont empilés parallèles au support. Donc dans ce premier papier en 2012, qui était vraiment remarquable, c'est qu'il montrait, donc là vous voyez ici, donc ils avaient fait vraiment une approche extrêmement simple. Ils avaient un récipient fermé par une membrane d'oxyde de graphène, en tout cas pour l'eau, et regarder la vitesse de perméation de l'eau, donc en mesurant la perte de masse de ce récipient avec cette membrane, cet opercule en oxyde de graphène. Et ce qu'ils avaient montré à l'époque, c'est que l'eau passait beaucoup plus rapidement que des molécules relativement grosses, donc ça, c'est pas forcément surprenant, mais c'est pas montré ici, mais beaucoup plus vite que l'hélium. Et donc là, ça mettait déjà en évidence l'aspect de chimie de surface de ces oxydes de graphène pour diffuser l'eau de manière extrêmement efficace. Et en fait, quand on regarde donc, la chimie de ces oxydes de graphène, donc, ils sont préparés à partir de graphite oxydé, donc, comme l'Idéric a dit, avec des oxydants forts, du permanganate de potassium, d'acide nitrique, acide sulfurique. On a une surface qui est extrêmement oxydée, avec une grande richesse de groupements fonctionnels, des kétones, des groupes carboxyliques au niveau des bords, des groupements hydroxyles. Donc on a des feuilles qui sont extrêmement fonctionnalisés pour être bien solubles dans l'eau. Et en fait, donc ça c'est un papier, je crois que j'ai oublié la référence, mais je pourrais vous la donner si besoin, mais où là ils ont calculé dans cet article-là. Donc là c'est la longueur de glissement, et ici, qu'est-ce que c'était que ça? Coefficient de frottement, oui, c'est ça. Et, ouais. Et en gros, là, c'est en fonction du nombre de groupements fonctionnels. Donc, plus ici, on a le cas idéal où on a l'oxyde de graphène, enfin, le graphène pur, et là, plus ça va, plus on va oxyder. Et en fait, on voit que le coefficient de frottement va augmenter quand on va augmenter le nombre de groupements fonctionnels, du fait des interactions entre
ces groupements et les molécules d'eau. Et à l'inverse, la longueur de glissement va diminuer de manière très rapide, encore une fois, lorsqu'on va oxyder ces feuillets. Et en fait, la beauté et la simplicité de l'oxyde de graphène, c'est qu'on va avoir des feuilles qui sont extrêmement oxydées, ce qui n'est pas forcément bon pour avoir un transport d'eau efficace, mais qui vont permettre de générer une hauteur entre les feuillets pour que l'eau puisse quand même s'insérer. Et on va avoir des domaines moins oxydés, donc on va avoir du graphène quasiment pristine, sans attaque, sans défaut, qui va, lui, au contraire, permettre de passer, faire diffuser les molécules d'eau. Donc c'est vraiment une combinaison entre les feuillets qui apportent de la hauteur et une hauteur capillaire qui permet aux atomes d'eau, enfin aux molécules d'eau, pardon, de s'insérer, et ces domaines de graphène qui permettent à l'eau de diffuser extrêmement rapidement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec ce type de matériaux bidimensionnels. Le problème de l'oxyde de graphène, c'est qu'il est oxydé, et il est donc extrêmement hydrophile, et cette hauteur, donc, cette distance entre les feuillets, donc interlamellaire, va rapidement augmenter. Donc ça, c'est un phénomène de gonflement. Donc vu qu'on a des feuillets qui sont extrêmement hydrophiles, on va pouvoir s'engouffrer dans ces feuillets, et cette distance ici va augmenter. Donc là, vous voyez ici, la distance ici entre les feuillets, au départ, qui est sur des membranes séchées sous vide, typiquement de 8 angstroms, 0,8 nanomètres. Et quand on va immerger notre membrane dans l'eau, cette distance va rapidement monter jusqu'à 6 nanomètres. Donc là, on voit que tous les phénomènes de tamisage qu'on souhaite avoir, en particulier pour le dessalement, vont être complètement perdus, puisque à cette hauteur ici, on va avoir une très faible réjection. Ça, c'est la moins mauvaise des nouvelles, mais dans le pire des cas, ce qui n'est pas forcément ce qu'on observe tout le temps, mais la membrane peut vraiment on perd l'intégrité physique de la membrane, les feuillets se redispersent dans l'eau, et donc là, on perd la membrane. Donc ça, ça a vraiment été un problème, c'est toujours, je pense, un problème extrêmement important avec ce type de matériaux bidimensionnels. Donc il y a eu différentes approches qui ont été étudiées, qui ont été proposées dans la littérature. On en a vu une tout à l'heure, avec l'IDERIC, que j'ai reprise également. Donc ça, c'est le groupe de Raoulner, toujours à Manchester, où ils ont encapsulé les feuillets dans une matrice d'époxy pour figer cette distance interlamellaire. Et ils pouvaient, en jouant sur les conditions de séchage, contrôler cet espace interlamellaire et après figer avec cette matrice époxy. C'est une approche qui est extrêmement intéressante, qui permet de vraiment bien comprendre les systèmes, parce qu'on a des systèmes qui sont beaucoup plus contrôlés. Après, on voit que pour passer à plus grande taille, c'est quand même compliqué. D'autant plus que là, le transport il se fait dans la direction des feuillets, ce qui est plus logique que le serpentin comme ça, mais par contre, on ne peut plus contrôler l'épaisseur. Et c'est aussi l'avantage des matériaux ED, c'est qu'on peut faire des membranes qui peuvent descendre jusqu'à 10-20 nanomètres sur des membranes multifeuillées. Dans ce cas-là, on va beaucoup moins contrôler l'épaisseur de la membrane pour ce type d'épaisseur. En tout cas, en dessous du micron, ça devient extrêmement difficile. Une autre approche qui est utilisée dans la communauté, c'est d'utiliser des ions qui vont venir donc créer des interactions électrostatiques entre les feuillets, et en particulier, donc là c'est un exemple ici avec du sodium, du potassium, dans ce papier, qui vont venir figer la structure lamellaire et figer donc cet espace interlamellaire. Dans ce papier, ils utilisent des ions monovalents. Vous verrez dans ma présentation, avec des multivalents, on a un verrouillage de la structure beaucoup plus efficace. Mais typiquement, c'est étudié et ça a été testé donc, dans ce papier, ici en osmose directe. Alors, comme je vous disais, on a maintenant, ça fait presque 20 ans que les matériaux bidimensionnels ont été identifiés et préparés, donc tout d'abord par des exfoliations mécaniques avec du ruban adhésif, et après avec des approches CVD, donc dépôt en phase vapeur ou en exfoliation chimique.
Et donc on a identifié une centaine certainement de matériaux lamellaires, de cristaux lamellaires que l'on peut exfolier. Donc ça c'est la mission des chimistes que je suis, de préparer ces matériaux sous forme de monofeuillets. Vous voyez ici différents exemples qui sont intéressants pour certaines applications, pas forcément membranaires. Et en particulier, dans mon groupe à Montpellier, on travaille sur les calco-ingénieurs métalliques et aussi un peu sur les argiles smectiques, en particulier la vermiculite. Mais tout d'abord, je vais vous parler de ce sulfure de molybdène et pourquoi c'est un système qui est extrêmement intéressant pour nous pour faire ce type de matériaux, ce type de membrane lamellaire. Alors, ces calco-ingénieurs métalliques, ils ont une formule, une stoichiométrie MX2, donc avec M qui est un métal de transition et X qui est un calcogène. Et on voit ici, dans ce tableau périodique, les métaux de transition qui, lorsqu'ils sont mélangés avec du soufre, du sélénium ou du tellure, donnent des structures lamellaires. Donc on va avoir des cristaux qui sont lamellaires et potentiellement exfoliables jusqu'à des monofeuillets. Ce qui est intéressant, pas forcément pour les membranes, mais pour d'autres types d'applications, c'est que les propriétés électroniques et magnétiques vont être contrôlées par la densité électronique sur les orbitales D de ces métaux. Donc on va avoir des matériaux, des calco-ingénieurs métalliques qui peuvent être conducteurs, voire certains supraconducteurs à basse température, des semi-conducteurs avec des bandes interdites plus ou moins grandes, et aussi des propriétés magnétiques intéressantes. Mais ce qui est aussi intéressant avec ce type de matériaux, c'est que, contrairement au graphène qui est un atome d'épaisseur, là on a 3 atomes dans une structure, dans un monofeuillet. Et donc on a une couche métallique qui va être prise en sandwich par typiquement 2 couches de soufre. Et ça avec des liaisons ioniques ou covalentes. En général, c'est un mélange un peu des deux dans ce type de matériaux. Mais la manière dont on va venir empiler, ça c'est avec les mains bien sûr, les couches de soufre en dessous du plan et au-dessus du plan, on va pouvoir avoir différentes structures cristallines. Donc ça c'est avec les mains, mais dans la réalité, on voit par exemple ici sur ces différents clichés de microscopie électronique en haute résolution, la position des atomes, encore une fois, métalliques, et on peut remonter à la structure cristalline. Donc par exemple, le sulfure de molybdène, on va pouvoir identifier ici une symétrie hexagonale qui correspond à ce type de structure. Ça ressemble à du graphène vu de dessus, bien sûr, on est toujours sur une couche, monocouche, qui fait 3 atomes d'épaisseur. On va avoir une symétrie trigonale avec le TiS2. Et vous voyez ici, encore une fois, la structure prédite. Et ce qui est aussi intéressant, donc ça c'est la phase de type 1T, et on a des phases aussi de type 1T, mais sous contrainte. Et dans ce cas-là, on va avoir un regroupement, une réorganisation des atomes métalliques, donc par exemple ici le tungstène, qui va se réorganiser sous forme de chaînes en zigzag, qu'on voit assez bien sur ce cliché microscopie électronique, et qu'on peut peut-être deviner ici sur cette structure atomique. Et de la même manière, on peut avoir des calco-ingénieurs métalliques qui peuvent avoir une structure en forme de diamant. Donc là, ici, vous voyez, les atomes de rhénium sont sous forme de diamant. Ce qui est intéressant d'un point de vue de chimiste des matériaux, c'est que quand on retourne sur notre tableau périodique, on voit ici par exemple les groupes 5 et 6, on va pouvoir avoir des calco-ingénieurs qui vont avoir différentes structures atomiques. Et ça peut être contrôlable par des différentes stratégies de chimie que je vais vous dévoiler. Alors, si on veut utiliser ce type de matériaux ce type de matériaux, donc par exemple le sulfure de molybdène, qui est
pour nous un matériau très intéressant parce qu'on tout simplement on sait très bien le manipuler, l'exfolier en solution. Mais tout d'abord, comme je disais, c'est qu'il faut l'exfolier. Et ça, c'est vraiment la clé. Encore une fois, si on veut avoir des membranes avec un bon empilement de ces feuillets, il faut que ces feuillets soient extrêmement stables en solution, bien suspendus et qu'il n'y ait pas d'agrégation. Et c'est là où la chimie devient importante. Donc si on regarde un peu les différentes stratégies d'exfoliation de ces matériaux 2D qui ont été développés dans la littérature, si on veut avoir une solution stable, si on retrouve les équations vraiment classiques de thermodynamique, il faut que notre delta G de mélange soit négatif. Donc soit on va travailler à minimiser ce terme enthalpique, soit on va augmenter au contraire ce terme entropique. Dans une première approche ici, si on veut minimiser ce terme, il va falloir qu'on trouve des solvants qui vont, des bons solvants pour stabiliser cette suspension de feuillets et éviter la réagrégation. En fait. Déconstruire notre cristal lamellaire, c'est relativement simple. En particulier, on peut soniquer pour vraiment apporter un peu d'énergie au système et séparer les feuillets. Ralentir ou empêcher la réagrégation est un peu plus compliqué. L'autre approche, c'est d'augmenter le terme entropique, et c'est là où l'exfoliation qu'on fait par intercalation est extrêmement intéressante, puisqu'on va intercaler avec des contre-ions, et ces contre-ions ils vont augmenter l'entropie du système, et on va avoir un système avec un terme T delta S qui va être supérieur à notre delta H, et donc un système qui va être thermodynamiquement stable. Alors, comment on fait ça ? Typiquement, on prend un cristal lamellaire, soit on synthétise, soit on achète, et après on va l'intercaler. Donc la méthode la plus classique et la plus couramment utilisée, c'est l'intercalation au lithium. Ça reste le plus simple. Donc pour faire cette réaction d'intercalation en solution, on va utiliser un argent réducteur à base de lithium, donc typiquement du butyl-lithium, qui va permettre de faire une réaction électrochimique, donc une réduction de notre MOS2 par exemple. Et le MOS2 va avoir un transfert électronique de notre réactif vers le MOS2 qui va devenir chargé négativement. On va contrebalancer avec l'intercalation au lithium. Des choses classiques qu'on a dans les batteries. Et justement, c'est la deuxième technique d'intercalation. Ça va être de fabriquer une batterie lithium-ion avec à la cathode notre cristal lamellaire. On décharge notre batterie, le lithium s'intercale dans le matériau. Et à la fin, on va obtenir un cristal, ou en tout cas un composé intercalé, un peu comme on a avec l'intercalation du graphite. Là, on peut intercaler du MOS2. Donc on voit que c'est une chimie qui est bien établie, des années 80, qui a été initialement développée dans l'étude de ces composés d'intercalation, dans l'étude plutôt de ces matériaux pour cathode de batterie. Et ce matériau, donc ce cristal lamellaire intercalé au lithium, il va être spontanément soluble dans l'eau. Donc dès qu'on va le mélanger dans de l'eau, le cristal va se déconstruire, on va séparer les feuillets. Et du fait qu'on a des feuillets qui vont continuer à être chargés, donc on ne va pas perdre ces charges pendant ce procédé d'exfoliation, on va avoir forcément des contre-ions lithium qui vont amener donc de l'entropie au système et le stabiliser. Et en plus, on a des interactions répulsives entre les feuillets et chargés négativement. Donc voilà le principe. Donc on réduit ici, donc soit par cette intercalation électrochimique, soit par ces réactions redox avec des agents réducteurs. Donc typiquement, après, une fois qu'on a mis notre composé d'intercalation, donc notre MOS2 intercalé avec du lithium dans de l'eau, on va avoir une déconstruction du cristal, et là on a une solution. Donc ça c'est après centrifugation, parce que tout n'est pas forcément exfolié, on a à peu près 20% de rendement, mais sur ces 20% de feuillets qui sont exfoliés, ils vont être sous forme de monocouches dans l'eau. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est des monofeuillets de MOS2. On voit ici la dispersion de taille sur les plus grandes dimensions, qui est aux alentours de 200-250 nanomètres. Ça, c'est les dimensions latérales. Et l'épaisseur, on est sur des monofeuillets. Donc, en théorie, on devrait voir, par exemple, par microscopie de force atomique, une épaisseur aux alentours de 6,1, 6,2 angstrom.
On voit un peu plus par microscopie de force atomique, puisqu'on a toujours un peu de molécules d'eau qui restent piégées sous les feuillets. Donc typiquement ici, ce que vous voyez, c'est des feuillets avec une hauteur ici de marche au niveau des feuillets, autour de 1 nanomètre, qui correspond bien à des monofeuillets. On a vraiment aussi confirmé ça par des mesures de microscopie électronique à balayage à haute résolution. Mais ce qui est intéressant sur ce cliché ici, c'est que le contraste que vous voyez, en fait, ça donne une idée de l'épaisseur. Donc là, c'est des feuillets qui sont déposés sur un substrat ici, sur un wafer de silicium, donc avec une rugosité en dessous du nanomètre. Et ici, le contraste en couleur provient uniquement de l'épaisseur. Et vous voyez ici à peu près la même hauteur partout. Ça veut dire que les feuillets, ils ont tous la même épaisseur et ils sont tous monofeuillés. Vous voyez aussi ce qui est assez joli, je dirais, c'est qu'on a des phénomènes de repli des feuillets, puisqu'on est vraiment sur des matériaux qui sont extrêmement flexibles, un peu comme du papier en cuisine, cellophane, c'est ça, je crois, cellophane, qui va vraiment se froisser, venir se replier. On voit les mêmes choses ici sur le MOS2 ou sur le graphène ou le graphène oxide. Mais ce qui est aussi intéressant, encore une fois, pas pour faire des membranes a priori, mais pourquoi pas, c'est que vu qu'on va réduire le matériau, on va changer la structure cristalline. En fait, thermodynamiquement, on a une structure ici du MOS2 qui est typiquement un semi-conducteur, avec une bande interdite de 1,2 dans le bulk, donc dans le cristal, et 1,9 dans les monofeuillets. Mais après intercalation, du fait qu'on va réduire ce matériau, on va favoriser thermodynamiquement l'émergence de cette phase 1T de MOS2, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut, avec une même stoichiométrie, mais en jouant sur la densité électronique, créer des feuillets qui vont être de phase 1T ou de phase 2H, avec des propriétés électroniques et aussi catalytiques, on le verra tout à l'heure, différentes. Et ce procédé est réversible, c'est-à-dire que si on fait un traitement thermique, à faible température, 300 degrés, sur l'atmosphère inerte, parce qu'on reste sur des matériaux inorganiques, on peut reconvertir ce matériau en matériau semi-conducteur. Et ça, c'est ce qu'on peut voir expérimentalement en suivant l'émission de photoluminescence. Les feuillets, je vous dis, ont une bande interdite, les monofeuillets de 1,9 nanomètres, ce qui correspond à l'entour de 650. Et ce que l'on voit sur des films minces, puisque et c'est uniquement à bande gap directe sur des couches, sur des monocouches, on a un signal qui émerge quand on augmente la température jusqu'à 300 degrés. Et ça met en évidence ce phénomène ici de conversion de la phase métallique qu'on a après intercalation et exfoliation dans de l'eau, et donc vers une reconversion en phase semi-conductrice après traitement thermique. Et ça, en fait, on peut aussi le suivre par microscopie électronique à balayage en transmission STEM. Donc encore une fois, ce que vous voyez ici, le contraste que vous voyez, ça dépend uniquement du numéro atomique des éléments du monofeuillet. Donc là, sur un feuillet de MOS2, un monofeuillet, ce que vous voyez, les petits points blancs, là, avec le plus fort contraste, c'est les atomes de molybdène. On ne voit pas avec le microscope qu'on a utilisé les atomes de soufre, parce qu'ils n'ont pas un contraste suffisant. Quoiqu'on pourrait presque un peu les deviner ici, mais sur un monofeuillet, on a différents types de phases cristallines qu'on a après exfoliation, intercalation et exfoliation. Donc on a toujours cette phase ici en rouge de MOSE de phase 2H, donc qui est encore une fois semi-conductrice, avec une bande interdite de 1,9 eV. Et vous voyez ici, donc là, le molybdène, le soufre, le molybdène, donc ça rejoint bien ici la structure que l'on voit, donc ça c'est la vue de dessus encore une fois, donc on retombe sur cette symétrie hexagonale qu'on a dans ce type de matériau. Ici en jaune vous voyez la phase 1T, vous voyez ici encore une fois le grossissement, la structure, et cette phase sous contrainte avec ces chaînes en zigzag d'atomes de molybdène qu'on peut facilement identifier ici par rapport aux autres. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, ça fait un écho avec ce que disait Lydéric, c'est difficile d'empêcher la formation de nanopores. Donc là vous voyez ici, après exfoliation, on reste sur des procédés qui sont ce qu'ils sont. L'exfoliation par voie chimique, ce n'est pas la méthode la plus douce pour exfolier. On va créer des défauts et on va créer des pores. Donc si on veut utiliser des feuillets exfoliés chimiquement pour faire une membrane monopore,
ça n'arrivera jamais, du fait déjà qu'on a des feuillets qui sont petits, mais en plus, on crée quand même, par cette approche chimique, de la porosité dans le plan du feuillet. Alors, ce qu'on a voulu faire, et ça c'était avec la thèse de Lucie, qui était ma première étudiante quand je suis arrivé, on a voulu s'inspirer des membranes en oxyde de graphène que je vous ai montré tout à l'heure. Et ces membranes, comme je vous ai dit, elles souffrent des phénomènes de gonflement. Donc elles sont trop hydrophiles parce qu'on ne contrôle pas la chimie de surface. Et notre approche était de prendre du MOS2, alors pas parce qu'on a des actions dans du MOS2, mais c'est parce qu'on n'a pas de groupement fonctionnel. Et du coup, ça nous permet d'avoir un matériau 2D, nu, on va dire, sur lequel on va pouvoir greffer des groupements fonctionnels et refaire ce qu'on fait avec du géo, mais cette fois-ci de manière contrôlée. Contrôlée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler le type de molécules qu'on veut greffer, avec différentes tailles et différentes polarités des groupements fonctionnels. Et donc, on peut arriver à greffer ces molécules pour augmenter la distance interlamellaire et aussi donc, contrôler la chimie de surface. Et en fait, ce phénomène de fonctionnalisation, c'est basé sur cet excès de charge électronique porté par les feuillets qui reste en solution. Donc, si on prend ces feuillets en solution que je vous montrais tout à l'heure, on leur ajoute des composés type halogéné, on va avoir une attaque électrophile sur ce groupement halogéné et greffer ces groupements fonctionnels au niveau du carbone aliphatique. Donc au niveau de ce carbone-là. Donc avant, il était typiquement lié avec un atome d'iode, une réaction assez classique, et on remplace, et on a un greffage covalent, et ça c'est mis en évidence par ces spectres RMN. Donc ça c'est après fonctionnalisation, donc on voit c'est assez bruité, parce qu'on est sur quand même en RMN du carbone, et notre matériau c'est du MOS2. Donc là on détecte vraiment le carbone des molécules qu'on a greffées. Et après on peut faire cette fonctionnalisation, la mise en forme de ces membranes. Donc encore une fois, le défi c'est de arriver à fonctionnaliser sans agréger, garder nos feuillets en solution bien dispersés pour après vraiment les filtrer. Donc vous voyez, on peut faire des membranes de plusieurs dizaines de centimètres carrés sur des supports polymères poreux. Et donc on a à la fin des membranes qui sont relativement flexibles. Et on a aussi mis en évidence la fonctionnalisation par la microscopie électronique. Et donc là aussi, vous voyez une cartographie des atomes de molybdène. Donc là, c'est le feuillet. Et là, c'est la cartographie, le signal qu'on détecte du molybdène et de l'azote lorsqu'ils sont fonctionnalisés avec des groupements acétamides. Donc les fonctions amides contiennent un azote. Donc on peut identifier que les groupements fonctionnels sont greffés de manière uniforme à la surface de ces feuillets. Et ça, c'est une vue en cross-section, donc la section de cette membrane. Vous voyez ici notre support poreux, et là, les feuillets fonctionnalisés qui sont déposés parallèles au support. Une fois qu'on a fait ces membranes, on les caractérise. Alors pour caractériser, puisque là, la porosité en fait, de la membrane vient de l'espace interlamellaire. Donc c'est vraiment le point clé. Alors pour ça, on peut faire encore une fois des observations en microscopie électronique. Donc là, vous voyez ici la distance entre les plans de MOS2 successifs. Donc on peut mesurer directement une distance ici autour de 10 angstroms. Encore une fois, le MOS2, pour rappel, c'est une distance interlamellaire de 6,2, vous voyez ici 6,3 angstroms. Donc ici, ces 4 angstroms de différence, c'est vraiment la présence des groupements fonctionnels qui empêche le réempilement de ces feuillets avec une distance de 6 angstroms. Ça, c'est très local, c'est sous microscopie électronique à transmission. Si on veut faire de plus grandes mesures, on va faire une diffraction des rayons X. On va mesurer on va regarder la position de ce pic 002, donc qui correspond à la diffraction qui va être générée par l'ordre créé par l'empilement de ces feuillets. Pour le MOS2 réempilé, on a un angle ici aux alentours de 14 degrés qui correspond à une distance interlamellaire aux alentours de 6,3 angstroms. Si on compare ça avec le cristal de MOS2, un cristal donc, cristallin, c'est évident, on a un espace interlamellaire de 6,15 angstroms. Donc là, on voit ici
qu'on crée un espace de 0,15 angstrom. Et ça, c'est fait parce qu'ici, on a un empilage turbostatique, donc vraiment désordonné. On réempile, mais on ne contrôle pas l'empilement. Donc on n'est pas dans un système cristallin idéal, et on a un espace qui est créé ici. Mais cet espace, il est insuffisant pour que l'eau puisse pénétrer. Et ça, c'est vraiment l'approche, du coup, enfin, l'intérêt de ces greffages de molécules pour augmenter l'espace. Et on voit ici, après greffage, que ce pic ici disparaît à 14 degrés et qu'il est déplacé à des plus bas angles, donc à une distance interlamellaire plus grande. Et ici, vous voyez la gamme d'espace interlamellaire qu'on arrive à créer. Et ici, l'espace accessible supplémentaire qui est créé entre 4,5 et 5,3 angstrom. Et donc ça va permettre aux molécules d'eau de pénétrer entre ces feuillets et de diffuser. Alors, comme on a vu, le phénomène de gonflement, c'est vraiment un des points clés pour l'utilisation de ces membranes. Donc, on a tout d'abord regardé le gonflement de ces membranes. Donc, ici, pour référence, c'est des membranes en oxyde de graphène qu'on a préparées et testées. Donc, après 16 heures dans de l'eau, on a un gonflement de 65%, donc qui est en accord avec la littérature. Pour le MOS2, on n'observe pas de phénomène de gonflement. Et ça s'explique très bien, puisque le MOS2 non fonctionnalisé réempilé, je vous ai montré que l'eau ne peut pas rentrer dedans, donc on n'a pas de gonflement. Et après, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'une fois qu'on regreffe des groupements fonctionnels, on peut revoir un phénomène de gonflement, et en particulier quand on va greffer des molécules polaires qui vont pouvoir facilement, qui vont permettre à l'eau de pénétrer facilement. On a ensuite testé la réjection de sel NaCl à travers ces membranes. Donc ça, c'est les mêmes types de figures que Lydéric vous a montré tout à l'heure. Donc là, on a la réjection en pourcent en fonction de la perméance de l'eau, donc en litres par heure, par mètre carré, par bar. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits à 0,1 mol de sel. Donc on n'est pas encore sur des niveaux de dessalement qu'on peut avoir pour l'eau de mer. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a des réjections qui sont quand même en dessous des membranes commerciales polymères. Ce que vous voyez ici, là, les commercial TFC, Thin Film Composite. On est typiquement autour de 80% de réjection du NaCl. Par contre, on a des flux supérieurs par un ordre de grandeur au moins. Donc on peut arriver jusqu'à une trentaine de litres par heure, par mètre carré, par bar. Donc ça, c'est un avantage par rapport aux membranes commerciales. Et il faut encore, bien sûr, améliorer cette réjection. Maintenant, si on regarde aussi les micropolluants, donc ça, les micropolluants, ça va être les petites molécules qui sont difficilement éliminables par les procédés classiques de purification d'eau. Et donc là, il y a vraiment aussi un fort besoin des industriels pour ce type de membrane. Et on voit qu'on a des réjections qui vont être au-dessus de 95%. Et on retrouve une déréjection qui augmente avec la taille des espèces. Donc, c'est-à-dire qu'ici, sur les plus grandes espèces, donc par exemple, on a testé un pigment organique, ici une phthalocyanine, qui a un diamètre aux alentours de 1 nanomètre, on arrive à avoir des réjections de 100%. Donc là, ça montre aussi ça suggère qu'on a un phénomène qui est de filtration, de tamisage, qui va être principalement généré, créé par une diffusion limitée des espèces suivant leur taille. Ce qui est en accord un peu avec les résultats de la littérature, en particulier le groupe de Nair. Ce qui était intéressant dans cette première étude, c'est qu'on avait comparé, je vous ai dit, différents types de groupements fonctionnels. Et en particulier, on avait fonctionnalisé avec des groupements méthyl. Et les groupements méthyl, CH3, on s'attend, et c'est ce qu'on a aussi montré, que les membranes deviennent hydrophobes. Les feuilles deviennent hydrophobes, et à la fin, la membrane devient hydrophobe. Et de manière surprenante, ou peut-être pas si surprenante que ça, on avait des flux d'eau qui étaient supérieurs pour ce type de membrane. Et quand on augmentait la membrane, l'épaisseur de la membrane, on n'avait pas une nécessaire décroissance exponentielle de ce flux. Alors on a collaboré avec le groupe de Nicolas Onofrio, qui était à l'époque assistant professeur à l'Université polytechnique de Hong Kong, qui est un expert en dynamique moléculaire, en simulation de dynamique moléculaire, et il a pu donc modéliser cette membrane, on va dire,
théorique et quasiment idéale de MOS2. Donc ici, la cellule ici pour faire ces mesures, ces calculs, a consisté à 2 feuillets de MOS2, fonctionnalisés ou pas. On peut contrôler, on peut fixer l'épaisseur, la distance entre les feuillets. Et on remplit ici de chaque côté. Alors j'ai pas montré l'image globale de cette cellule. On a 2 réservoirs remplis avec des molécules d'eau. On peut appliquer une pression et regarder le déplacement des molécules d'eau au milieu de la membrane. On peut compter dans le temps les molécules qui traversent le milieu ici de notre cellule. Ce qu'on a aussi ce que Nicolas surtout a pu faire, c'est regarder la vitesse de ces molécules d'eau dans la direction parallèle au feuillet. Donc ici, vous voyez une cartographie des vitesses des molécules d'eau selon l'axe X, donc vraiment parallèle au plan. Et ici, on a juste comparé la membrane de départ, donc du MOS2 non fonctionnalisé, et ici avec du fonctionnalisé avec des groupements méthyl, qui est montré ici avec les groupements avec les lettres C, qui correspond à la position des groupements. Donc, vous voyez, des pointillés, en fait, ça montre la position des groupements à la surface des feuillets dans l'axe Z. Et ce que l'on voit, en fait, c'est qu'au niveau de ces groupements méthyl, on a une vitesse de ces molécules d'eau qui est accélérée, alors dans un sens ou dans l'autre, parce qu'à ces échelles de temps-là, on ne peut pas voir un mouvement global de l'eau dans une seule direction. Mais une fois que l'eau est à la surface de ces groupements fonctionnels, elle est accélérée. Et en fait, la manière dont on l'a interprété, c'est que la présence de ces groupements méthyl à la surface de ces feuillets va écranter les interactions électrostatiques, on pense de nature électrostatique, entre les soufres de surface du MOS2 et les protons des molécules d'eau. Donc, on a un phénomène d'écrantage et l'eau, donc on va diminuer les interactions et augmenter la distance de glissement. Donc ça rejoint un peu les systèmes type graphène ou nanotube que Lidéric a déjà décrit. Ce qu'on a aussi vu, c'est d'autres types de phénomènes qu'on n'a pas eu le temps d'explorer, en particulier la structure de l'eau et les effets stériques. Alors là aussi, vous voyez sur cette planche l'effet stérique. Vous voyez ici, on est toujours dans les feuillets. Là, on ne voit plus les feuillets, et donc ils sont dessus et dessous. Là, ce que vous voyez ici, c'est une cartographie des positions des molécules d'eau sur 500 nanosecondes de calcul. En rouge, les positions des atomes d'oxygène, en gris, les positions d'atomes d'hydrogène. Et donc là, toutes ces simulations ont été faites avec un espace constant pour être vraiment dans les mêmes conditions. Et donc ce qu'on compare ici, c'est l'effet de la fonctionnalisation sur la faculté de l'eau à se déplacer ou à occuper l'espace dans ces canaux 2D. Et ce que l'on voit, c'est que pour le MOS2 et le groupement méthyl, l'ensemble du canal est accessible, ou quasiment l'ensemble du canal est accessible, alors que dès qu'on va utiliser des groupements fonctionnels plus importants, on va avoir de moins en moins d'espace qui va être disponible. Donc vous voyez, tout l'espace blanc ici n'est pas accessible pour les molécules d'eau. Donc on a aussi mis en évidence des phénomènes stériques. On a aussi des phénomènes de structure des molécules d'eau que je ne veux pas montrer aujourd'hui, mais on voit en fait que l'eau est extrêmement organisée dans le feuillet de MOS2 de départ, donc sans groupement fonctionnel, mais que la présence des groupements fonctionnels va perturber cette organisation. Donc c'était un peu contradictoire avec la littérature, mais on n'a pas pu explorer plus. Dans la littérature, on montre souvent que la structure de l'eau va améliorer le flux. Dans notre cas, on a l'impression que les groupements fonctionnels, au contraire, perturbaient cette organisation, mais qu'on avait quand même un flux plus important. Donc, malheureusement, on n'a pas pu creuser plus cet aspect-là. Mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est des résultats un peu plus récents qu'on a obtenus, en particulier par Wensen Wang, qui est en thèse dans mon groupe. Et en fait, on a, surtout lui, il a amélioré ou étendu plutôt cette approche de chimie de fonctionnalisation sur ces objets 2D, en particulier sur ces chalcogéants métalliques. Et vous voyez ici maintenant qu'on arrive vraiment à contrôler l'espace interlamellaire sur de relativement grande taille. Et maintenant, on arrive à vraiment avoir différents types de groupements fonctionnels, des chaînes alkyles avec des cycles,
pouvoir greffer des cycles aromatiques via la réaction avec des sels de diazonium. Et ce qui est aussi intéressant avec ce type de molécules, c'est qu'on va augmenter le niveau de désordre dans le matériau. Ce niveau de désordre, en fait, on peut le voir ici par la largeur à mi-hauteur de ces pics. Plus on va être cristallin, et plus on va avoir un pic intense, donc une largeur à mi-hauteur ici étroite. Donc on voit ici que pour ces plus grands groupements, on va commencer à générer des défauts d'empilement, et ça va aussi avoir une importance sur la diffusion des espèces en solution. Vous voyez ici sur des membranes fonctionnalisées, toujours préparées par filtration sous vide. On peut aussi faire des filtrations sous pression, les deux marchent parfaitement bien. Et là, on a testé ces membranes, et cette fois-ci en osmose directe. Donc on n'a pas un gradient, on n'a pas une pression qui est appliquée, on a vraiment un gradient de concentration de chaque côté de la membrane qui va créer une pression osmotique qui va forcer le flux, qui va pousser le flux d'un côté de l'autre. Et là, vous voyez justement donc, ce flux d'eau, ici. Donc pour faire ça, en fait, on a deux compartiments de chaque côté de la membrane. Un compartiment très concentré avec une solution de sucrose à 3 mols. Et de l'autre côté, soit de l'eau pure, soit de l'eau modélisée, enfin une eau modèle contaminée avec des micropolluants ou du sel. Donc là, vous voyez ici de l'eau pure qui traverse la membrane. Et on voit ici, en fonction de l'épaisseur, que le flux d'eau diminue. Ici, on a la réjection ici pour différents types de micropolluants. Donc ça reprend les micropolluants qu'on avait déjà testés auparavant. Et on voit on a une réjection au minimum de 92% pour les plus petits groupements fonctionnels. Donc on est sur des masses ici de 100 grammes par mol, donc ça correspond à peu près 300 Dalton en termes de taille de molécules. Et je pensais qu'on allait voir, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vu qu'on est en osmose, on n'a pas de phénomène de compression de la membrane. Donc ce qu'on voit en RX, on peut vraiment, on est plus confiant que l'espace interlamellaire qu'on mesure, c'est vraiment celui qu'on a dans les tests de membrane. Et on voit vraiment des cut-off moléculaires, donc on peut vraiment déterminer de manière fine les réjections de la membrane. Mais je n'ai pas mis la figure qui correspond. Par contre, là, on retrouve ici cette figure de mérite où on a la perméance du sel en fonction de la perméance de l'eau. Et la couleur ici que vous voyez, ça correspond aux réjections de sel. Donc le 1 correspond à 100% de réjection et le 0 à 0% de réjection. Et on voit ce qui a été assez remarquable. Donc ça, c'est la limite haute, on va dire, qui est difficile à combattre pour l'instant. Donc là, la littérature, c'est les points en noir, nos points sont les points en rouge. Et vous voyez ici les différentes tailles de membranes qui ont été testées. Parce que les membranes 2D, on est encore sur des petites tailles, en tout cas jusqu'à présent. Et là, on voit ici, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que Wensen était capable d'augmenter la taille de 1,13 cm² jusqu'à des tailles de membrane de 40 cm² sans perte significative des performances de réjection en osmose directe. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. L'intérêt du MOS2, vous allez me dire, ce n'est pas forcément le meilleur candidat en termes de prix et de stabilité pour faire des membranes lamellaires. Et il y a un autre type de membranes lamellaires qui sont les argiles smectiques, et en particulier les vermiculites. Vermiculite, on peut l'acheter très facilement dans le commerce. C'est fait aussi pour litière à chat, de matériaux pour faire des litières pour les chats. Et là, ici, vous voyez de la vermiculite expansée. Donc, c'est un cristal lamellaire qui est chauffé extrêmement rapidement pour l'expanser, un peu comme le graphite expansé. Et en gros, il est pré-exfolié. Et ça coûte vraiment pas cher. Et on a une production mondiale qui est conséquente. Et donc l'idée, ça a été de voir si on pouvait exfolier ce matériau. Bon, ça, on n'est pas les premiers à le faire, donc on le savait qu'on pouvait l'exfolier, mais typiquement, ça, c'est la structure de la vermiculite. Donc on a des feuillets de silicates qui sont séparés par des ions ici magnésium, et en fait, quand on exfolie, on peut remplacer ces ions et récupérer ici les feuillets qui sont encore une fois extrêmement stables en solution. Et on peut préparer des membranes, ici, que vous voyez, des membranes lamellaires. Bon, là, il y a un rectangle, c'est juste que la membrane a été brûlée par le microscope.
pour faire la mise au point, mais c'est le meilleur cliché que j'ai trouvé dans mon ordinateur. Mais on arrive à faire des membranes avec une très très bonne structure lamellaire. Et on s'en est servi en fait de ces membranes lamellaires à partir d'argile pour faire la filtration de solvants sous pression. Donc là, vous voyez ici tout d'abord les mesures ici de gonflement. Donc là, c'est la hauteur, la distance interlamellaire mesurée par diffraction des rayons X en fonction du temps d'immersion dans différents solvants. Donc là, ici, c'est de l'eau et du DMSO. On s'est rendu compte que le DMSO, c'était aussi un solvant assez intéressant pour vraiment étudier ces phénomènes de gonflement. Et l'approche, ici, vous ne voyez pas les molécules. Ici, les membranes, elles sont toutes intercalées avec des ions qui vont permettre de contrôler la structure, de verrouiller la structure, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'oxyde de graphène. Vous ne voyez pas, ici, je n'ai pas montré le vermiculite seul, parce qu'en fait, le vermiculite seul, dès qu'on la met dans l'eau, elle se redisperse. On a des feuillets qui sont extrêmement hydrophiles, donc on perd complètement l'intégrité de la membrane en quelques secondes. On ne peut même pas mesurer la stabilité dans le temps. Mais par contre, ici, vous voyez qu'on arrive à contrôler la distance interlamellaire par la nature des feuillets. Je ne vais pas montrer ici, mais on peut contrôler aussi l'angle de contact grâce à cette intercalation. Ça rejoint un peu les travaux de Raoulner à Manchester. Mais on voit ici qu'on arrive, en particulier pour les ions multivalents, à avoir des structures qui sont parfaitement stables dans de l'eau et aussi dans le DMSO, et en particulier donc ces ions Fe3+, qui vraiment verrouillent la structure. Et après, on a testé ces membranes. Donc là, vous voyez ici la perméance, donc toujours en litres par heure par mètre carré par bar, pour différents solvants, l'eau, ici, qui est le 10. Alors, je m'excuse ici, l'échelle, le titre des axes, il y a eu un problème entre les différents logiciels. Mais en gros, c'est une formule qui est basée sur la littérature, qui tient en compte la viscosité du solvant, la taille du solvant, des molécules de solvant, et aussi le paramètre de Hansen, donc pareil, qui est propre au solvant. Et on voit ici une évolution linéaire de cette perméance en fonction de ce paramètre, qui reprend un peu la littérature, avec des points qui différencient vraiment clairement pour l'eau et pour les molécules les plus hydrophobes qui n'arrivent pas à passer la membrane. Et en fait, on s'en est servi de ces membranes pour donc faire la filtration, et en particulier regarder si on pouvait filtrer des pigments. Donc là, c'est des pigments qui sont dans de l'acétonitrile, donc qui correspondait à la plus forte vitesse, la plus grande perméance. Et on voit ici donc en rouge la réjection de ces pigments. Et en fait, ce qui est heureusement qu'on voit ça, mais là, vous voyez ici le pigment qui est récolté à la fin, il est vraiment bloqué sur la membrane, et le perméa est complètement transparent. Et on voit qu'on a, pour différents types de molécules, donc là, c'est des pigments anioniques, puisqu'on a des feuillets qui sont chargés négativement, donc les pigments anioniques donnent des meilleures performances, mais on a des réjections de 100%. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de développer, et on espère essayer d'arriver à faire des membranes lamellaires, stables et moins chères que ce qu'on pourrait faire avec du MOS2 ou même de l'oxyde de graphène. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas beaucoup. Ok. Alors je vais juste passer sur une deuxième partie de la présentation très rapidement, mais qui va montrer un autre aspect de nos recherches et comment on peut utiliser ces matériaux 2D comme électrocatalyseurs. Et cette fois-ci, on ne va pas chercher à tamiser, mais vraiment à dégrader les polluants par des réactions d'électro-oxydation ou d'électro-réduction. Alors le premier exemple, c'était une approche biomimétique qu'on a développée dans notre laboratoire. Et en fait, on utilise le MOS2 comme catalyseur. Alors, je vais passer très rapidement, mais les matériaux 2D commencent à être vraiment identifiés comme des candidats pour l'électrocatalyse, même l'application électrochimique en général. Mais en électrocatalyse, ils peuvent être utilisés soit comme matériaux actifs d'un point de vue électrocatalytique, soit comme support conducteur pour supporter des particules ou des single atomes, des atomes uniques comme site actif.
Alors le MOS2 est extrêmement connu, on va dire dans la communauté, c'est le matériau 2D qui est le plus étudié en catalyse. C'est un matériau qui est utilisé dans l'industrie pétrolière depuis des dizaines d'années, pas sous forme 2D mais sous forme de nanocluster pour désulfuriser le pétrole. Et en fait, en 2005, mais le premier papier, la première démonstration vraiment directe, d'un point de vue expérimental, du MOS2 comme catalyseur pour faire de l'hydrogène a été publié donc dans ce papier à Science par un groupe de DTU au Danemark. Et vous voyez ici l'activité catalytique qui dépend uniquement des bords de feuillets. Donc, ils ont mis en évidence que ces bords de feuillets de MOS2 étaient les sites actifs pour faire de l'hydrogène à partir d'eau par électrolyse. Mais nous, ce qu'on a voulu étudier, c'est en s'inspirant un peu de la nature, on a regardé ici le site actif d'une DMSO réductase. Donc c'est une enzyme qu'on trouve en particulier dans les océans qui permet de réduire le DMSO en DMS. Et si on regarde ce site actif, en fait, ça correspond à un atome de molybdène qui va être coordonné par 4 atomes de soufre. Donc pour nous, on va dire que ça ressemblait de manière assez proche à des bords de feuillets de MOS2. On a voulu regarder leur activité catalytique pour cette type de réaction. En fait, pour l'inverse, pour l'oxydation du DMS en DMSO. Et vous voyez pas, mais là ici, on a des feuillets de MOS2. Et ça, c'est une fois qu'ils sont mis sur notre électrode. Donc on a une électrode qui est uniformément couverte. Là, on n'est plus sur des aspects de membrane, donc on n'est plus sur des feuillets bien plans. On a un aspect un peu de fleurs, de nanofleurs de MOS2. Mais tout ça, c'est des feuillets des monofeuillets de MOS2. Et quand on regarde l'activité catalytique, ici, il y a des courbes de polarisation. Et vous voyez ici le courant qui augmente rapidement en présence de DMS et qui montre un courant anodique qui correspond à l'oxydation, l'électro-oxydation du DMS en DMSO. Et si on compare par des catalyseurs à base de métaux nobles, on avait une activité catalytique supérieure. Je vais aller très rapidement. Et ça, on peut le quantifier, et on peut d'abord l'analyser et le quantifier. Donc on a fait des analyses RMN de notre électrolyte, donc de notre milieu réactionnel, à différents temps de réaction. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure de la réaction, donc de 4 heures à 24 heures, on a le signal ici du DMSO qui augmente et le signal du DMS qui diminue. Donc on a bien une réaction de conversion ou d'électro-oxydation du DMS en DMSO. Ça, on a une sélectivité quasiment proche de 100%, on n'a pas vu d'autres réactifs. Et si on quantifie ces signaux, on peut estimer la quantité de DMSO produite au cours du temps. Et on a estimé une production aux alentours de 700 litres de DMSO par gramme de catalyseur. Il faut dire qu'on utilise très très peu de catalyseurs du fait de cet aspect 2D. On peut aussi tester différents types de sulfures organiques et les oxyder. Mais juste le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est l'utilisation de MOS2. C'est toujours ces feuillets de MOS2 comme support de sites actifs, de sites individuels, sites métalliques individuels, donc des single atomes, des atomes uniques supportés sur du MOS2. Et en fait, c'est encore une fois en s'inspirant de ce que fait la nature. Donc, pour la réaction de conversion de l'azote en ammoniac, donc on a ces nitrogénases qui sont des enzymes qui ont un site actif avec 2 atomes de fer et de molybdène, toujours coordonnés par cet atome de soufre. Et donc on a voulu réaliser, on va dire, à notre niveau ce type de catalyseur, et on a utilisé donc le MOS2 comme support, donc des feuillets de MOS2, dans lesquels on a, pendant la croissance de ces feuillets, puisque cette fois-ci c'est une approche bottom-up, donc on va faire une synthèse hydrothermale de précurseurs pour synthétiser ces feuillets, et en présence de fer, on arrive à insérer le fer dans cette structure de MOS2. Donc ça, c'est du MOS2 qui est synthétisé directement sur un support de fibres de carbone, des synthèses hydrothermales, assez facile à mettre en place. Et quand on regarde en microscopie à haute résolution, ici vous voyez une cartographie, et on ne voit pas d'atomes ici de fer particulièrement agrégés. Donc on a une barre d'échelle ici de 1 nanomètre, on a fait différents grossissements bien sûr, mais on ne voit pas d'agrégat. Pour vraiment être sûr qu'on a des single atomes, on a fait aussi des mesures d'absorption de rayons X, donc des mesures d'EXAF au synchrotron à soleil,
qui ont montré vraiment qu'on avait une distance, qu'on n'avait pas de liaison fer-fer, donc on avait vraiment des atomes uniques de fer supportés sur du MOS2. Et d'après la distance qu'on obtenait, on a proposé ce type de structure avec des atomes de fer qui sont coordonnés par les atomes de soufre à la surface du MOS2. Et on a testé l'activité catalytique, et en gros, ce que je vous demande de regarder ici, c'est les histogrammes rouges et histogrammes verts. Le rouge correspond à ce MOS2 avec des atomes individuels de fer dans sa structure, et le vert correspond à du MOS2 pristine de base. Je vous ai dit, le MOS2, c'est un très très bon catalyseur pour l'hydrogène. Et effectivement, il a une très mauvaise sélectivité. Donc ça, c'est l'efficacité faradique. On peut considérer ça comme une sélectivité de la réaction. Donc on a une très faible efficacité et on se rapproche des 100% pour la conversion des nitrates en ammoniac une fois qu'on a ces atomes uniques de fer à la surface. Et ça, en fait, on a fait des calculs, en particulier donc Gilly, qui était postdoctorant dans mon groupe, qui a fait des calculs ici par DFT, où on a regardé le profil énergétique pour les différents intermédiaires successifs pour transformer les nitrates en ammoniac. Et en particulier, le point clé ici de cette réaction, c'est cette désoxygénation du NO, de l'intermédiaire NO en N à la surface de ce catalyseur. Et on a montré que l'énergie d'activation de cette réaction, pour le fer, était vraiment diminuée par rapport aux autres types de catalyseurs monoatomiques supportés sur du MOS2. Donc ça, c'est un exemple aussi pour montrer que le MOS2, on peut l'utiliser non seulement pour faire des membranes, mais aussi comme matériau actif. Et en preuve de concept, on a fait un électrolyseur avec une cathode qui était constituée donc, de ce catalyseur pour la réduction des nitrates en ammoniac. Et cet électrolyseur, on l'a alimenté par une cellule solaire, donc une bonne cellule solaire, une triple jonction, donc à une efficacité très importante, hein, on était quasiment à 30%. Mais quand on combine ces deux systèmes, on arrive à une efficacité solaire vers l'ammoniac. Donc vraiment, là, on n'utilise pas d'électricité du secteur, on va dire. On a vraiment une conversion directe de l'énergie lumineuse, de l'énergie solaire, en ammoniac, avec un rendement ici de 3,4%, qui à l'époque était une valeur parmi les valeurs plus hautes de la littérature. Donc, je vais terminer sur cette diapositive. Donc, je vous ai montré ici à travers différents exemples qu'on essaie d'utiliser ces matériaux bidimensionnels comme blocs élémentaires et comme système aussi d'intérêt pour faire des membranes, mais aussi pour faire de l'électrocatalyse. Mais on voit, et c'est des choses que j'ai un peu discutées sans forcément entrer dans les détails, mais que ces matériaux bidimensionnels ont une grande richesse de propriétés électroniques, catalytiques, optiques. Et donc on peut, à terme, hein, et en tout cas c'est des choses qu'on envisage, qu'on aimerait faire dans les années qui viennent, faire des membranes multifonctionnelles qui vont faire de la purification et de la catalyse, idéalement. Et je vais remercier les personnes de mon groupe, et puis Lucie qui a lancé cette thématique sur les membranes bidimensionnelles pendant sa thèse, Wensen qui continue cette étude, et Gilly aussi sur la partie électrocatalyse, les différents organismes de financement, et je vous remercie pour votre attention.